d'une nouvelle aviation. Je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit sur LCI l'ex-ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov. Les Européens, depuis quelque temps, vous vivez dans une paranoïa en attendant une soi-disant attaque russe. Et si jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé à la paix en Ukraine, c'est à cause de l'Europe qui ne veut pas la paix, qui cherche la guerre. Regardez, et pas toute l'Europe. Il y a 3 pays, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Ce sont les pays qui ont des problèmes à l'intérieur. Et vous savez, il y a un adage vieux comme le monde. Si on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa maison, on cherche un ennemi extérieur. On a trouvé la Russie. Mais la Russie, les gens en Russie sont des gens rationnels. Pourquoi attaquer l'Europe? Quel est notre intérêt? Aucun. On voit pas mal de raisons potentielles, mais Arthur Königsberg, comment faut-il comprendre ce contre-feu? Les Européens, vous êtes parano. C'était quand même ce qu'on entendait aussi quelques mois avant l'invasion de l'Ukraine. C'est exactement ce qu'on entendait quelques mois avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine le 24 février 2022. Ce que fait l'ambassadeur Orlov, c'est une récitation parfaite des éléments de langage du Kremlin depuis des années, avant l'Ukraine et depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Traiter les Européens de paranoïaques et les rendre également coupables de la montée en agressivité de la Fédération de Russie vis-à-vis de l'Ukraine ou vis-à-vis de ses voisins européens et otaniens, c'est ce que fait le Kremlin depuis des années. Et depuis quelques mois, et Orlov l'a dit très bien à l'antenne d'LCI hier soir, le Kremlin dit c'est la remilitarisation ou la montée en puissance militaire des pays européens qui pourrait justifier la montée en agressivité russe de demain. Et c'est ce narratif-là qu'il convient de déconstruire. Ce sont les Russes qui sont dans un projet impérialiste. Ce sont les Russes qui sont dans un projet de révision à la fois des frontières, à la fois de l'ordre international et à la fois, effectivement, de l'architecture de sécurité européenne. Ce ne sont pas les Européens. Les Européens n'ont pas franchi 1 centimètre la frontière de la Fédération de Russie. Les Européens n'ont pas violé une seule fois la Constitution et la souveraineté russe. C'est ça qu'il convient aujourd'hui de dire. Mais effectivement, Orlov fait son travail de pénétration du champ informationnel français. Il y a d'autres Russes qui le font sur d'autres champs informationnels européens. Tout ça pour créer de la zizanie et toujours plus polariser nos opinions publiques. Et ça peut être une vraie faiblesse de notre démocratie. Gwendoline. Oui, Monsieur Orlov pose une question qui est pourquoi finalement la Russie pacifiste, quasiment, c'est ce qu'il dit en sous-texte, attaquerait l'Europe. Il faut l'inviter à lire une interview passionnante de l'un de ses compatriotes, qui est Sergueï Karaganov, qui a été publié dans Le Grand Continent il y a quelques jours. Pour le resituer pour nos téléspectateurs, c'est un idéologue influent que lit Poutine, qui participe à l'élaboration de la politique en Russie. C'est quelqu'un qui compte vraiment en Russie. Et son interview est d'une violence assez incroyable. Et il dit, je cite, « J'espère que l'OTAN crèvera. La défaite totale de l'Ukraine reste notre objectif et il faut la renforcer par un recours plus actif à la dissuasion nucléaire. » Et il espère dans son interview la mort de l'Europe en tant qu'union, en tant que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc s'il se pose des questions, eh bien, il y a des Russes proches du Kremlin pour lui répondre. On poursuit ce débat sur les intentions de Poutine. Dans un instant, l'OTAN prépare une réponse militaire et politique à l'attaque de drones en Pologne. C'est ce qu'a annoncé dès hier soir nos confrères de Bloomberg. Le commandant suprême des forces alliées en Europe, Aleksius Grynkewicz, coordonnera la réponse. Et puis nous partirons en Pologne retrouver Thomas Misraki, notre envoyé spécial sur place. A tout de suite dans LCI Direct. Il est 15h30, LCI Direct se poursuit. L'OTAN se prépare à répliquer après l'attaque de drones russes en Pologne, selon Bloomberg. Comment? Quand? C'est ce qu'on va voir dans un instant. Un face-à-face OTAN-Poutine à l'heure où le président russe organise depuis ce matin des exercices militaires en coordination avec la Biélorussie, dont vous allez nous parler, Sylvia. Vous nous avez rejoint. Qu'appelle-t-on les exercices Zapad?
Alors Zapad, cela veut dire ouest, parce que ces exercices se déroulent à l'ouest de l'alliance entre ces deux pays. Ce sont donc des manœuvres militaires qui se tiendront jusqu'à mardi, donc en fait 5 jours en Biélorussie. Vous le voyez sur cette carte, à l'est de Minsk, la capitale, en Russie, mais aussi en mer de Barents et en mer Baltique. C'est une vitrine de la puissance militaire russe. Ils impliquent des équipements militaires lourds, véhicules blindés, hélicoptères, navires. Et selon Donald Tusk, le Premier ministre polonais, les manœuvres visent à simuler l'occupation du corridor de Suwałki. C'est un corridor qui s'étend le long de la frontière entre la Pologne et la Lituanie, avec l'exclave russe que l'on voit ici, Kaliningrad à l'ouest, et la Biélorussie à l'est. C'est une bande de terre de 85 km et qui, si elle était occupée, eh bien, elle couperait les pays baltes de la terre. Ce corridor, il est souvent considéré comme un point faible de l'OTAN, une première possible cible pour les Russes. Ce sont des menaces qui ont été tout de suite balayées par la Biélorussie, mais également par le porte-parole du Kremlin qui commente l'exercice comme cela. Ce sont des exercices de routine qui ne visent personne d'autre. Il s'agit de poursuivre la coopération en matière de défense et d'améliorer les interactions entre deux alliés stratégiques. Fin de citation selon l'agence de presse TASS. Il est aussi prévu d'utiliser des armes nucléaires et le tout nouveau système de missiles balistiques à moyenne portée, l'Oreshnik, qui avait déjà été envoyé une fois sur l'Ukraine. C'était en novembre 2024. Tout cela, évidemment, dans un contexte de tensions sans précédent après les incursions de drones russes en Pologne cette semaine. Oui, voilà pourquoi ils inquiètent autant, Sylvia. Mais ces exercices Zapad, ils sont habituellement organisés tous les 4 ans. Oui, et c'est le cas depuis 2009, effectivement. Et là, c'est le premier exercice Zapad depuis le début du conflit en Ukraine. Et si on s'en inquiète tant, c'est aussi parce que les précédents, effectivement, avaient lieu en 2021. Ils avaient mobilisé environ 200 000 soldats russes, juste quelques mois donc avant le début de la guerre en Ukraine. Et on se souvient encore des colonnes de chars qui se dirigeaient vers Kiev en venant de Biélorussie. Aujourd'hui, le nombre de personnes mobilisées est beaucoup moins conséquent, puisque des centaines de milliers de soldats sont sur le terrain en Ukraine. La Biélorussie avait parlé en janvier de 13 000 hommes, puis plutôt la moitié, donc c'est difficile de savoir. En tous les cas, cela a entraîné le positionnement de la part de la Pologne de 40 000 soldats à la frontière avec la Russie et la Biélorussie pendant ces manœuvres. La Pologne qui a aussi fermé sa frontière avec la Biélorussie. Puis vous voyez, la Lituanie, la Lettonie ont pour leur part renforcé leur sécurité et restreint le trafic aérien dans certaines zones. Merci beaucoup Sylvia pour toutes ces informations extrêmement précieuses qui nous permettent de comprendre à quoi servent ces exercices Zapad. Vous nous disiez, Aurélien Colson, que vous ne pensiez pas que ce soit annonciateur d'une nouvelle invasion, mais c'est inquiétant de voir qu'il est prévu d'utiliser des armes nucléaires et notamment le tout nouveau système à moyenne portée Oreshnik. Alors, je trouve que c'est d'abord avant tout une opération de relations publiques. Quand on voit les beaux matériels qui sont déployés là et qu'on compare avec les matériels effectivement utilisés en Ukraine sur la ligne de front qui sont dans un état absolument effroyable, on a l'impression qu'on assiste à un nouveau village Potemkin, c'est-à-dire qu'on fait une belle devanture pour mieux masquer la misère. Je rappelle qu'aujourd'hui, à peu près 40% des obus qui sont utilisés par les Russes en Ukraine sont importés de Corée du Nord, puisque la Russie ne parvient plus à les fabriquer. Mais quel est le sens profond de ça ? Je crois que depuis le début, Poutine est dans un exercice vis-à-vis des Européens, des Occidentaux et des Américains de dissuasion. De dissuasion, alors conventionnelle, mais de dissuasion. C'est-à-dire, regardez tout ce que je pourrais faire et j'essaie de vous impressionner le plus possible pour vous amener à ne pas aider, encore plus que vous ne le faites déjà, même si ce n'est pas suffisant, les Ukrainiens. Et en fait, c'est son approche depuis le début. Dès qu'il lance son opération militaire spéciale, il fait une déclaration pour dire « ne venez pas ». N'interférez pas, sinon ma vengeance sera terrible. Et il a eu ce discours-là à chaque fois qu'on a vu apparaître la possibilité que les Occidentaux envoient du matériel offensif, des chars, des F-16. À chaque fois, Poutine a essayé de dissuader les Européens en disant, et les Américains, ne faites surtout pas ça, sinon ma vengeance sera terrible. Donc il est dans un exercice de dissuasion permanent et qui est soutenu, comme c'était souligné tout à l'heure à juste titre, par la parole totalement totalement déconnecté de l'ambassadeur Orlov ou de petits télégraphistes qui persistent à faire croire la thèse de la Russie pacifiste, de ce pays qui a réussi à devenir le plus grand pays de la planète par des moyens entièrement pacifistes, alors que c'est le dernier empire qui n'a pas colonisé et qu'on est là dans une guerre coloniale.
L'OTAN, je vous le disais, se prépare à répliquer après l'attaque de drones russes en Pologne. Selon Bloomberg, l'OTAN prépare une réponse militaire et politique à l'attaque de drones en Pologne. Le commandant suprême des forces alliées en Europe, Aleksius Grynkewicz, coordonnera la réponse. On va partir tout de suite en Pologne. Retrouver notre envoyé spécial Thomas Misraki. Bonjour Thomas. On comprend donc que l'Alliance Atlantique ne va pas laisser tomber les Polonais. Oui, ce qui est certain, évidemment, c'est que tout le monde est très vigilant ici et ailleurs en Europe sur ce qui est en train de se passer sur le sol biélorusse. L'OTAN qui dit suivre avec beaucoup d'attention les manœuvres en cours, mais qui précise pour l'instant qu'il n'y a aucun danger pour ses membres. Voilà ce que dit l'OTAN. En tout cas ici, c'est la vigilance qui domine plus que l'inquiétude. Vous le savez, la frontière entre la Pologne et la Biélorussie a été fermée. Frontière au sol, plus de 400 kilomètres. 40 000 soldats sont déployés pour sécuriser tout ça. Fermeture également de l'espace aérien du côté oriental de la Pologne, pour ce qui est évidemment de la Biélorussie, mais aussi de l'Ukraine. Des Polonais qui ont aussi et également fait appel à leurs alliés pour recevoir des renforts. Les Polonais qui demandent par exemple des systèmes de défense antiaérienne. Vous le savez aussi, des avions français, 3 d'entre eux sont mobilisés au cas où. Les Allemands, eux, ont transféré 5 Eurofighters sur le sol polonais avec plus de 150 soldats depuis le mois dernier. Donc il y a une vigilance maximum, évidemment, ici à Varsovie et dans le reste du pays. Vigilance parce qu'il y a des précédents. Évidemment, vous connaissez les relations historiques entre la Russie et la Pologne, mais les événements récents ont aussi contribué à ce climat de tension actuel. L'intrusion de drones supposément russes il y a 48 heures, un peu plus de 48 heures dans l'espace aérien polonais, et les exercices précédents, ça a été évoqué tout à l'heure par Sylvia, notamment le Zapad 2021 qui a été un prélude à l'invasion de l'Ukraine. Ce qui intéresse particulièrement les Polonais, c'est ce que font les soldats russes et biélorusses pendant ces exercices. En 2017, par exemple, ils avaient simulé ce qui ressemblait farouchement à la conquête des États baltes. Et en 2025, selon le Premier ministre polonais, eh bien, ce que font ces soldats russes et biélorusses, c'est qu'ils simulent la prise de contrôle du corridor de Suwałki, 65 km de terre qui séparent la Pologne, la Russie plutôt, de l'exclave de Kaliningrad. Et pour que ces deux morceaux soient réunis, il faudrait que les Russes traversent soit la Lituanie, soit la Pologne. Et c'est pour ça donc que les Polonais et que ses alliés au nord sont extrêmement attentifs à ce qui se passe en ce moment, à ce Zapad 2025, un exercice qui devrait prendre fin normalement, c'est en tout cas ce qui est prévu, le 16 septembre. Merci beaucoup Thomas Misraki, notre envoyé spécial pour LCI et TF1 en direct de Varsovie, qui suivait évidemment ce dossier heure par heure, car on ne sait pas quelles en seront les conséquences. On va aller plus loin avec vous, Général Chauvency, grand écran à l'appui. Alors on l'a dit, c'est 19 drones qui ont traversé l'espace aérien polonais. Il y a eu des impacts puisque ces drones ont été abattus par l'armée polonaise. Et donc la question aujourd'hui, c'est quelle sera la réponse de l'OTAN. L'OTAN a affirmé à nos confrères de Bloomberg qu'il y aurait une réponse politique et militaire. Alors on va regarder la carte ensemble générale qui nous montre les bases de l'OTAN qui sont réparties à travers l'Europe. Quelles peuvent être cette réponse politique et militaire? Et on va regarder la deuxième carte qui va s'afficher. Regardez, voilà toutes les bases de l'OTAN à travers l'Europe, et on voit la Russie. Il ne faut pas oublier à quoi sert l'OTAN. L'OTAN a pour première mission de protéger le territoire des États membres. C'est clair. Actuellement, la Pologne a été menacée. Que doit faire l'OTAN? C'est apporter une réponse, effectivement, politique et militaire. Politique, pour moi, je laissais dans le stratégique, c'est en gros donner des règles d'engagement, d'ouverture du feu. C'est-à-dire que toute menace supposée venant de Russie allant sur un des territoires de l'OTAN, en particulier de la Pologne, contraindra à l'ouverture du feu dans des conditions qui sont déterminées. Et je dirais la dimension militaire, c'est que je la verrai moi. Comme par hasard, le chef, de l'OTAN, le chef militaire de l'OTAN aujourd'hui, est un aviateur. Ah. Ben oui, c'est un Américain, aviateur qui vient d'être nommé, il a été nommé le 8 juin. Donc,
qu'est-ce qu'il va comprendre? Il va dire, moi je dois à la date d'aujourd'hui protéger l'espace aérien, d'où vient la menace principale. Donc on revient à une forme de no-fly zone, mais sur nos territoires, où effectivement il va falloir organiser la défense antiaérienne contre les différentes menaces potentielles, en assemblant l'ensemble des moyens, et puis surtout en mettant sans doute un poste de commandement interarmée de l'OTAN, capable de coordonner les efforts des différents pays et donc d'interdire tout survol venant de Russie ou de Biélorussie, éventuellement, sur la Pologne ou éventuellement sur un autre État membre. On aura l'occasion d'en reparler, mais quel est l'intérêt pour la France d'envoyer 3 Rafales pour protéger l'espace aérien polonais? Alors là, on est dans la pure dimension politique. Je m'en doutais un peu. Parce qu'on ne va pas détruire un drone avec un missile d'un Rafale, bien qu'il y ait des canons de 30 mm dessus, me semble-t-il, qui pourraient détruire l'ensemble de drones, c'est possible, mais c'est le geste politique, il est nécessaire. On contribue à la défense du territoire otanien, on contribue à la défense de la Pologne. Politiquement, on montre qu'on ne laissera pas cette menace s'exprimer en toute impunité. Donc qu'est-ce qu'on fait? On envoie des Rafales qui ne sont pas forcément les mieux adaptés à ce type de mission, mais ils vont participer à la surveillance de l'espace aérien. Ça va être aussi le déploiement de forces françaises supplémentaires en Pologne, qui vont se déployer avec une base sans doute avancée, et donc montrer que la France est solidaire de la Pologne. N'oublions pas qu'il y a un accord qui a été signé avec la Pologne, me semble-t-il, il n'y a pas longtemps, en termes de défense, me semble-t-il. Voilà. Aurélien Colson, général, revenez avec moi. On poursuit ce débat avec vous en plateau sur la réponse de l'OTAN. Comment vous l'interprétez? Eh bien, vous savez, il y a ce fameux article 4. On a beaucoup parlé jusqu'à présent de l'article 5. L'article 5 impose une réaction militaire. L'article 4, c'est une consultation politique. Elle vient d'avoir lieu. Et depuis 1949, traité de l'Atlantique Nord, à ma connaissance, cet article 4 a été déclenché seulement une dizaine de fois. Mais une fois déjà, en 2022, par la Roumanie, à l'occasion d'une chute, on avait dit à l'époque, de drones, sans en préciser la provenance. Évidemment, c'était un drone russe. Là, on est passé un cran au-dessus. C'est un escadron de 19 drones, dont on sait pertinemment qu'ils viennent... c'est du matériel russe qui provient de Biélorussie ou de Russie, mais on a franchi une étape de plus. Et en fait, c'est la méthode poutinienne. Vous savez, il y a ce proverbe en vogue dans les armées tsaristes, soviétiques, puis russes, qui consiste à dire... Tant que la baïonnette s'enfonce, pousse. Et ça, c'est la philosophie de Poutine. Dire, je vais voir jusqu'où je peux y aller. Je teste. Je teste. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le général a eu raison de présenter les possibilités militaires et techniques et politiques de cette réponse, parce que tant qu'il n'y aura pas, face à la baïonnette que Poutine pousse, une réponse très ferme, Poutine continuera de pousser sa baïonnette. Je rappelle que quand on va en Russie, on voit des placards, des grandes affiches 4x3 qui proclament, avec la tête de Poutine, « La Russie n'a pas de frontières », qui est un autre mantra très important de la psychologie poutinienne. Je pousse et tant qu'on ne me freine pas, je continuerai. Gwendoline. Oui, alors... Sur ce qu'on a vu sur les attaques de drones, il y a aussi pour l'OTAN quelque chose qui se passe auquel l'Ukraine est confrontée évidemment depuis le début de la guerre. C'est aussi, si on parle du point de vue militaire, quelle réponse apporter un petit peu logique face à ce genre d'attaque ou à ce genre de test. Parce qu'en réalité, effectivement, vous ne pouvez pas faire partir des chasseurs et dépenser des missiles à 2 millions d'euros contre des drones Shahed qu'en valent aujourd'hui à peu près 100 000 euros chacun. Donc il y a aussi quelque chose... où l'OTAN doit réfléchir à mettre en forme une défense antiaérienne un peu créative, comme les Ukrainiens le font, hein, si je peux dire. Quand vous allez en Ukraine, par exemple, vous voyez toutes ces composantes de la défense antiaérienne, qui est notamment, vous avez pas mal de brigades mobiles le soir sur les routes, avec des unités qui ont une mitrailleuse lourde. Il y a aussi des dronistes qui sont mobilisés. Il y a des drones, un peu l'équivalent du Shahed, mais ukrainiens, qui sont déclenchés pour arrêter ces drones. Et pour les Ukrainiens, il est inenvisageable qu'un missile patriote ait arrêté un drone Shahed, à moins qu'il arrive sur une cible stratégique ou sur le système patriote en lui-même. Mais ça n'arrive jamais. Donc ça pose aussi une vraie question sur la réponse telle qu'on l'avait envisagée et qu'est-ce qu'on fait aussi un peu techniquement aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que l'OTAN est prête à faire feu si besoin, Arthur Koenigsberg? En tout cas, l'OTAN doit continuer de faire penser à la Russie qu'elle est prête à faire feu si besoin. Oui. C'est ça que le message que souhaite envoyer aujourd'hui l'OTAN. Mais les responsables politiques polonais, à la suite de ces 19 violations de l'espace aérien polonais, n'ont pas parlé d'agression armée.
qui aurait signifié une demande de l'activation potentiellement de l'article 5. Non, ils ont invoqué l'article 4 dans le cadre de consultations. Effectivement, ces partenaires européens, comme la France, et vous le soulignez, Général, la France et la Pologne ont signé un accord politique très important, qui ne porte pas que sur la défense, mais un accord politique très important le 9 mai dernier, le traité de Nancy. Effectivement, la France, face aux 19 violations de l'espace aérien polonais, ne pouvait pas rester les bras croisés, tout en portant dans son coin l'autonomie stratégique européenne, l'importance que les pays d'Europe centrale et orientale, dont la Pologne, commencent à couper le cordon vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Et lorsque un pays du flanc oriental de l'Europe est agressé ou lorsque son espace aérien est violé, rester les bras croisés. Donc la France, effectivement, se devait de faire un geste politique, mais que ce soit les 3 États baltes ou la Pologne, ils se préparent déjà, en réalité, à une potentielle invasion. En Pologne se déroule aussi également, pas en réponse spécialement à ces violations de l'espace aérien polonais, mais surtout en réponse aux exercices Zapad, se déroulent les exercices militaires Iron Defender, où 30 000 à 40 000 soldats polonais ont des exercices militaires sur le territoire polonais pour, effectivement, un jour, peut-être, devoir faire face à une agression russe. Ces pays, la Pologne, les 3 États baltes, se préparent à sortir de la Convention d'Ottawa pour pouvoir miner leur territoire de mines antipersonnelles et pouvoir faire face à une potentielle agression russe. Oui, il y a une forte mobilisation de ces pays face à cette menace qui monte.